parce que c'est une maladie qui est très peu connue et vous allez voir, nous allons en apprendre beaucoup aujourd'hui lors de cette conférence. Nous avons une mission à la QDM, c'est-à-dire promouvoir l'autonomie, le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la dégénérescence maculaire, ainsi que le droit à une gratuité des soins. Toutefois, nous avons fait un exercice de plan stratégique et nous allons changer notre mission pour mettre l'emphase sur informer, orienter et soutenir nos membres. Le libellé de la nouvelle mission se retrouvera là, dans les prochaines conférences et présentations. Mais tout ça pour vous dire que notre rôle à l'association, c'est vraiment de soutenir et informer les gens qui sont atteints de cette maladie, ainsi que le grand public. Lors de cette conférence, vous apprendrez c'est quoi exactement la dégénérescence maculaire liée à l'âge, quels sont les symptômes, quels sont les facteurs de risque, quel est le chemin de la prévention, quels sont mes meilleurs conseils, quels sont les traitements possibles, qu'en est-il de la recherche, et il y aura une période de questions comme Sylvie l'a expliqué tantôt. Maintenant, je suis qui, moi, pour vous faire une conférence sur la dégénérescence maculaire? Je suis tout simplement une personne atteinte de la maladie, extrêmement curieuse et très enthousiaste de vous partager mes connaissances et mes informations. Mes sources sont toutes les publications de la QDM, le site Internet de l'Association des optométristes du Québec, certaines publications de Novartis et Bayer, un livre super intéressant sur la DMLA édité par Annika Parence, principalement la deuxième édition, écrite par les docteurs Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle et Florian Senlab. Une source très importante pour moi aussi, c'est mon médecin traitant, le docteur David Lederer, qui est rétinologue et aussi médecin conseil de l'AQDM. D'ailleurs, vous avez sûrement eu la chance de le lire dans nos bulletins d'information et mon expérience personnelle à moi. Comment peut-on décrire la dégénérescence maculaire? Ben, c'est une maladie dégénérative progressive de la macula. Qu'est-ce que la macula? Ben, c'est tout simplement un nom sophistiqué pour décrire la surface spécialisée située au centre de la rétine. À titre d'exemple, de comparaison, la rétine a 1 pouce de diamètre, l'œil a 1 pouce de diamètre et la macula a environ 5 millimètres. Alors, vous voyez, la proportion, c'est extrêmement petit. Mais c'est cette partie-là de l'œil, de la rétine, qui nous permet de voir les fins détails face à nous, nous permettant de lire, de conduire un véhicule, de regarder la télévision et principalement voir les visages des gens. Quand on parle de la dégénérescence maculaire, on s'aperçoit que c'est très peu connu, malgré le fait qu'il y a 500 000 Québécois qui vivent avec la maladie. Comparativement à 110 000 personnes au Québec qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de dégénérescence cognitive. Mais lorsqu'on parle de l'Alzheimer, ah oui, on connaît ça, on sait c'est quoi. Lorsqu'on parle de la DMLA, c'est pas du tout la même histoire. Donc, notre objectif, c'est de faire connaître la maladie pour que les gens soient en mesure de la dépister aussi plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la prévalence augmente avec l'âge. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a des personnes jeunes qui sont atteintes, probablement reliées au meilleur dépistage, aux meilleurs examens et aux tests demandés par les optométristes et les ophtalmos. Mais si, par exemple, on mettait dans une salle toutes des personnes de 75 ans et plus, il y en aurait 1 sur 4 qui serait atteinte de la maladie. J'aime bien vous faire un petit exercice. Si on étend nos bras, on lève nos doigts vers le plafond et on regarde nos mains. Ça, les mains représentent exactement la vision centrale. Tout en continuant de regarder les mains, ce qu'on voit autour, c'est la vision périphérique.
Il est important de savoir que la dégénérescence maculaire nous fait perdre la vision centrale, mais jamais la vision périphérique. Donc, on ne deviendra jamais totalement aveugle, ce qui va nous permettre de continuer à prendre soin de nous, de manger, de se déplacer, de garder une certaine autonomie. Toutefois, la vision centrale, la vision fine, celle qui permet de lire, de voir les visages, ben, c'est celle-là qui dégénère au fil des ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne dégénère pas au même rythme et même chaque œil ne dégénère pas au même rythme. Les deux yeux sont souvent pas atteints de la même façon. On va voir ça plus tard. Il est important de savoir qu'il y a deux formes de dégénérescence maculaire. Il y a la forme sèche, la moins sévère, ça représente environ 90 des cas, et la forme humide, la plus sévère, environ 10 Comme je vous disais tantôt, chaque forme peut se développer dans un œil ou dans les deux yeux, et les deux formes sont sans douleur, d'où l'importance d'en reconnaître les premiers signes et symptômes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer le processus de la vision, comment les images se développent dans notre cerveau, comment les images se rendent à notre cerveau. Alors, la lumière, ce qu'on regarde, dépendamment de la lumière, qu'il fasse clair ou noir, la lumière traverse l'œil en passant par la cornée, la pupille, le cristallin, et cette lumière-là va frapper la rétine. La rétine, c'est cette couche brune orangée qui tapisse le fond de l'œil, et vous voyez, il y a une zone appelée macula. Donc, la lumière va frapper cette zone-là, la rétine, la macula, et ces informations-là sont transmises au cerveau via le nerf optique et le cerveau développe instantanément les images que l'on voit. On peut comparer ça à les anciennes caméras argentiques où le développement des photos se faisait faire en boutique. Donc, notre cerveau, via le nerf optique, développe les images. Alors, vous comprendrez que lorsqu'on se lève un bon matin puis on ne voit pas aussi bien qu'avant, ben, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un problème avec la cornée, ça peut être un problème avec le cristallin. Le cristallin, lorsqu'il devient opaque, on appelle ça une cataracte. Alors, plein de gens vont souffrir de cataracte. Et ça aussi, ça va altérer votre vision. Et il peut y avoir d'autres problèmes avec la rétine et la macula au niveau de la dégénérescence maculaire. Alors, mon constat, c'est que nous ne sommes pas en mesure de s'auto-diagnostiquer. Vous vous levez un bon matin, vous ne voyez plus bien, allez consulter un professionnel de la vision, car seule cette personne va être en mesure de diagnostiquer et de savoir où se situe le problème. On se dit souvent, ah, ça doit être mes lunettes. Non, erreur. Il ne faut pas faire ça. Même si on fait corriger nos verres avec la dégénérescence maculaire, ça ne veut pas dire qu'on va voir mieux et ça ne veut pas dire aussi que ce sont nos verres qui ne sont pas adéquats actuellement. Parlons plus en détail de la forme sèche. Bon, comme je vous disais d'entrée de jeu, environ 90 des gens sont atteints de cette forme. Heureusement, elle progresse plus lentement. Il y a parmi nos membres des personnes qui sont rendues à 80, 85, bien qu'ils ont la forme sèche, ces personnes-là ont conservé tout de même une vision acceptable, une vision qui leur permet encore de demeurer autonomes. C'est certain qu'il y en a qui ont développé une forme plus grave de la forme sèche. La dégénérescence s'est faite plus rapidement, mais chaque personne est différente et chaque progression dans chaque œil est différente. Je vais vous expliquer aussi avec une photo comment ça se passe au niveau de la macula, cette forme-là. C'est tout simplement lorsqu'il y a formation de petits drusènes, de petits dépôts jaunâtres dans une des couches les plus profondes de la rétine. Et lorsque les drusènes s'accumulent, ça commence à perturber les couches supérieures de la macula.
et ça perturbe principalement la couche des photorécepteurs, produisant ainsi des zones vides dans notre vision centrale. On sait qu'à un stade avancé et plus rare, des portions de la macula s'atrophient. C'est la mort des cellules. On appelle ça de l'atrophie géographique. On va en parler un peu plus longuement tantôt. J'arrive avec mes photos. Photo de gauche, c'est vraiment la photo, l'examen que vous devriez demander à votre optométriste ou ophtalmo. C'est une photo du fond de l'œil. À gauche, c'est un fond d'œil parfaitement normal. On voit très bien la belle couleur orangée de la rétine, les vaisseaux sanguins et au centre, la zone plus ombragée, plus profonde, la macula. Et on voit en petite image une coupe transversale de la macula. Alors, vous voyez, il y a plusieurs couches. Il y a la choroïde, où on voit les vaisseaux sanguins. Et il y a d'autres petites couches, je vous épargne les noms, c'est pas important de le savoir. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est à cet endroit, dans la photo de droite, où s'accumulent les drusènes, les petits les petites taches jaunes que l'on voit dans le fond de l'œil. Et lorsque ces dépôts-là augmentent et se déposent entre les couches de la macula, elles viennent pousser et perturber les photorécepteurs qu'on voit. Il y a les cônes et les bâtonnets, et c'est ce qui fait en sorte que notre vision est embrouillée. Actuellement, il y a rien qui empêche En fait, il y a rien qui permet à la médecine, à la science, d'éliminer ces drusènes-là. Une fois qu'ils sont installés, ils restent là pour de bon. Je vais aussi vous expliquer ce qu'est la forme humide. Comme je vous disais tantôt, c'est seulement 10% des gens qui sont atteints qui la développent. Elle progresse rapidement, c'est une urgence ophtalmologique. Pourquoi? Parce que dans la forme humide, des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine et comme ils sont anormaux, ils sont fragiles, ils suintent et ils saignent, provoquant des distorsions dans notre vision relativement par rapport aux lignes droites qui deviennent courbées, ondulées, et un ombrage plus évident que dans la DMLA sèche affecte la vision centrale. Comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Alors voici à gauche la photo du fond d'œil normal et à droite la photo du fond d'œil avec dégénérescence humide. La différence, c'est qu'on voit qu'il y a du sang, des vaisseaux sanguins qui se sont développés et qui sont venus perturber les couches de la rétine. Et vous voyez, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus accentué que les drusènes. Donc, je compare les deux formes. À gauche, la forme sèche et à droite, la forme humide. Vous voyez comment la perturbation est plus marquée, plus soutenue. Alors ça veut dire que votre vision est altérée du jour au lendemain avec ces vaisseaux sanguins anormaux et il est même possible que vous voyez une tache rouge parce qu'il y a du sang qui s'est accumulé sous la rétine. Donc, ça, c'est une urgence. Dès qu'on a ce symptôme-là, c'est important de consulter immédiatement. Vous me direz, c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous. Toutefois, moi, je vous recommande, vous n'êtes pas en mesure de rejoindre un ophtalmologiste, allez voir votre optométriste. Souvent, c'est plus facile d'avoir un premier rendez-vous. Et l'optométriste, devant l'urgence de la situation, c'est certain qu'il va vous référer en urgence à un ophtalmologiste. Je ne peux passer sous silence la dégénérescence maculaire myopique parce qu'on a quand même plusieurs de nos membres qui sont atteints de cette forme-là. C'est une maladie maculaire caractérisée par, je dirais, une myopie sévère qui va causer un étirement du globe oculaire. Et ça, parce que le globe oculaire sera étiré, mais ça va faire en sorte qu'il y aura un amincissement de la sclérotique et de la rétine, voire un déchirement de la macula, provoquant des saignements sous-rétiniens.
Alors, quand on parle de saignement de sang, ben, ça fait exactement la même chose que la DMLA humide. Il y a distorsion de tout ce qui est vu par l'œil. Et malheureusement, il s'agit d'une cause majeure aussi de perte de vision irréversible, d'où le mot dégénérescence myopique. C'est le même traitement que pour la forme humide, on va le voir tantôt. Maintenant, quels sont les symptômes? Ben, j'en ai parlé un petit peu lorsque je vous ai expliqué le processus de la vision. C'est une vision embrouillée ou floue, que ce soit pour la sèche ou la humide. La humide, c'est juste un peu plus grave, marqué, évident et urgent. Alors, les lignes droites qui semblent ondulées ou déformées. On observe aussi un contraste ou une sensibilité aux couleurs moins vives, une difficulté à voir de loin, des petites taches aveugles au centre du champ visuel et aussi une augmentation de la sensibilité à la lumière vive, de même qu'une difficulté d'ajustement en passant de la lumière vive à la lumière tamisée. Et comment on fait pour s'apercevoir de tout ça? Comment on fait pour vérifier sa vision? Ben, on peut faire un autotest avec la grille d'Amsler. Cette petite grille-là, souvent les optométristes en donnent. Vous allez aussi la retrouver sur notre site Internet. La façon d'effectuer le test, c'est qu'un œil à la fois, on bloque un œil, on regarde le point noir au centre et on essaie d'observer s'il y a des lignes courbes, ondulées, s'il y a des distorsions et des points blancs, des zones mortes dans le champ visuel, de même que des zones plus noires, plus ombragées. On garde nos lunettes pour faire le test, on le refait avec l'autre œil et lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement problème, distorsion ou de gros changements dans notre vision, ben, c'est important de consulter rapidement. Le même conseil que tantôt, vous n'êtes pas en mesure de voir un ophtalmo rapidement, allez voir un optométriste et c'est certain que lui ou elle va vous référer à un spécialiste s'il y a urgence. Maintenant, la grille d'Amsler, si vous n'en avez pas, ben, je pense que notre maison est une grille d'Amsler. Les portes, les cadrages de portes, les fenêtres, un ordinateur, un écran, un quadrillage. Mais il faut faire un œil à la fois parce que si on teste les deux yeux à la fois, souvent l'œil qui n'est pas atteint ou le bon œil va compenser, puis on ne pourra pas s'apercevoir si on a des changements dans notre vision. Maintenant, pourquoi on développe cette maladie-là? Quels sont les facteurs de risque? Ben, l'âge. Euh, Lorsqu'on vieillit, nos organes fonctionnent moins bien. Malheureusement, le sexe féminin. Les yeux clairs. Pourquoi les yeux clairs? Parce que c'est l'iris de l'œil bleu, vert ou gris laisse passer plus de lumière que l'œil brun. Les antécédents familiaux. Alors, c'est le temps, on va avoir la période des fêtes, c'est le temps de s'informer s'il y avait cette maladie-là dans notre famille. Parce que oui, c'est génétique, mais c'est pas parce qu'on a le gène qu'on va nécessairement développer la maladie. L'exposition au soleil, ben, vous savez que on doit porter des verres solaires, mais ce sont les rayons UV aussi qui endommagent notre rétine. L'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol sanguin. Ça nous fait penser aux maladies cardiovasculaires. Ben, c'est important de bien contrôler ça parce que l'œil est quand même très irrigué au niveau de la circulation sanguine. On a vu tantôt la choroïde là, qui fait partie d'une couche de la rétine. Et le dernier facteur de risque connu, c'est le tabagisme. Maintenant, une fois qu'on sait ça, quel chemin doit-on prendre vers la prévention? Quelles sont les bonnes habitudes de vie à adopter? Ben, règle numéro un, si on fume, il faut cesser de fumer. Pourquoi? C'est vraiment l'ennemi numéro un de la dégénérescence, car cela diminue le taux d'oxygène dans le sang et induit la production de radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres? C'est ce qui empêche nos cellules de se régénérer et de bien fonctionner. Donc, on a vu tantôt l'anatomie de l'œil, c'est important que tout ça continue d'être bien oxygéné et de bien fonctionner. Donc, on arrête de fumer si on fume. Bien s'alimenter,
Alors, j'ai mis beaucoup d'images colorées. Pourquoi? Parce que ce sont dans ces aliments-là qu'on va retrouver le plus de nutriments favorables à la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire la bêta-carotène, les vitamines C, zinc, les fibres, les gras sains, les oméga 3 et principalement aussi la lutéine et la zéaxanthine. On va voir pourquoi tantôt. Alors ça doit nous donner le goût de cuisiner. Tantôt, je vous ai dit que les rayons UV étaient dommageables. Alors, quand on a la maladie, ben même avant, puis même quand on était jeune, on aurait dû le faire. Nous, on n'est pas d'une génération où on portait des verres solaires. Surtout si on avait déjà des lunettes pour corriger notre vision, ben, je pense qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour s'en payer une deuxième paire à l'époque. Alors, c'est important de bien se protéger, toujours porter un chapeau, soit une casquette, une visière, même lorsque c'est nuageux, et aussi porter des verres solaires. Maintenant, quelle sorte de verres solaires choisir? Ben, j'ai fait des petites recherches, puis j'en ai parlé aussi avec un optométriste. Il faut avoir des verres anti-lumière bleue. Ça nous protège des rayons UV. Et aussi, ça nous protège de tous les rayons qui peuvent provenir de nos écrans. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, on regarde la télévision, on travaille beaucoup avec l'ordinateur. Les verres polarisés, ça, c'est excellent pour maintenir les contrastes, surtout l'été, lorsqu'il y a des plans d'eau, la neige en hiver. Et le choix de la teinte brune est conseillé principalement pour la conduite automobile et j'ajouterais jouer au golf. Elle absorbe davantage de lumière bleue et permet d'augmenter la luminosité perçue, ce qui est utile pour les patients présentant des cataractes ou des problèmes de rétine. Moi, j'ai des verres solaires de teinte brune et je peux vous assurer que si je compare avec la teinte grise ou bleue, foncé, je vois beaucoup mieux avec la teinte brune parce que déjà, à cause de la maladie, j'ai perdu le contraste et mes couleurs sont moins vives. Alors, quand je mets mes verres solaires de teinte brune, je vois déjà beaucoup mieux à l'extérieur et je vois beaucoup mieux ma balle de golf. Ça, c'est important. Maintenant, les vitamines. C'est un sujet complexe, puis je pense qu'éventuellement, nous allons en faire un article plus détaillé. On dit prendre des vitamines lorsqu'indiqué. Prendre ces vitamines-là avant de développer la maladie, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir la maladie. Mais une fois que la maladie est installée, prendre ces vitamines-là, et c'est prouvé, ça peut ralentir la progression. Ça ne va pas éliminer la progression. Ça va la ralentir, surtout la ralentir vers la forme plus grave, c'est-à-dire la forme humide, d'environ 25 sur une période de 5 ans. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé par des études, les études AREDS 2, et c'est l'acronyme pour Age-Related Eye Disease Study. Donc, ces vitamines-là viennent en deux formules. Peut-être qu'il y en existe d'autres, mais les deux plus connues sont Vitalux et Préservision. Pourquoi il y en a deux? Il y en a une, c'est un comprimé, l'autre, c'est une gélule. On choisit celle qui nous convient le mieux. Euh, Moi, je préfère la gélule, c'est plus facile à avaler, mais il n'y a pas de souci, les deux formules contiennent exactement les mêmes ingrédients et le même dosage. Est-ce qu'on doit prendre en plus de l'oméga 3? Oui, parce que c'est un anti-inflammatoire et ça améliore aussi la problématique des yeux secs. Maintenant, quels sont mes meilleurs conseils? Ben, comme je suis atteinte de la maladie depuis 10 ans, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, Est-ce que je suis anxieuse face à mon avenir? Oui, mais j'essaie de prendre soin de moi puis de garder un bon moral. Et ça m'aide de donner des conférences et de partager mes connaissances avec les membres. Alors, consulter régulièrement un professionnel de la vue, optométriste et ou ophtalmologiste.
C'est important, une fois qu'on a la maladie, de continuer à faire nos suivis et surtout la grille d'Ansler pour évaluer s'il y a des changements importants dans la vision et pouvoir consulter rapidement. Ne pas hésiter à demander un deuxième avis. On ne se sent pas confortable avec un médecin ou un optométriste. Ben, c'est pas grave, on peut demander un deuxième avis. C'est important de développer une relation de confiance avec son médecin et d'être en mesure d'échanger avec lui sur la progression de notre maladie. Ce qui est important de savoir, c'est que seule une tomographie par cohérence optique, un OCT scan, donne une image précise de l'état de la rétine au niveau de la macula. La bonne nouvelle, c'est que certains bureaux d'optométrie ont maintenant cet appareil et offrent le test. Alors, le premier test, c'est vraiment la photo du fond d'œil qu'on a vu tantôt. Puis le deuxième test, si l'optométriste a des doutes à savoir si vous avez commencé à développer la forme humide ou même pour évaluer la progression de votre forme sèche, ben avec le scan, il va être en mesure de voir la couche et les différentes perturbations de drusène au niveau là, de votre macula. Un autre conseil précieux, c'est apprendre à utiliser toutes les technologies aidant à la basse vision pendant que notre vision est encore bonne pour être en mesure d'être à l'aise de naviguer dans les menus contextuels des différentes applications. Euh, Vous me direz, ben, pourquoi je ferais ça? Ben, c'est parce que la maladie va dégénérer. À quelle vitesse, on ne le sait pas. Mais moi, je suis de l'école où mieux vaut déjà connaître le plus de techno possible pour se débrouiller dans la vie. Comme par exemple, lire un livre, ça devient difficile pour des personnes comme nous. Même moi qui vois encore relativement bien, comme j'ai perdu le contraste, ben, je lis mieux lorsque j'utilise une liseuse ou une tablette parce que je peux grossir mes caractères, je peux ajuster plein de choses. Donc, puis en plus, on peut louer nos livres à la bibliothèque. On donnera de l'information là-dessus éventuellement. Je pense que ça vaudrait la peine de faire une chronique. Puis, naturellement, apprendre à se détendre et profiter de la vie. Comment on fait ça? En joignant la QDM pour briser l'isolement puis partager notre vécu avec d'autres personnes atteintes de la même maladie. Surveillez les activités qu'on vous offre. Il y a beaucoup de formations sur la technologie, du yoga, de la méditation. Et on va commencer aussi à donner de l'information sur les aides visuelles parce que même moi, j'ai besoin de certaines aides visuelles à l'occasion. Et il faut, dans la vie, on dit toujours, c'est bon d'avoir un plan B. Mais je vous dirais que quand on a la dégénérescence maculaire, moi, je suis rendue, je pense que j'ai des plans jusqu'à Z. J'essaie de planifier mon avenir, mon habitation, mon transport, qui peut m'aider parce qu'on a toujours besoin d'un proche aidant lorsque je reçois mes injections. J'ai besoin de quelqu'un pour me reconduire après. Donc, c'est important d'avoir un bon réseau. Puis, si par exemple, on a à se relocaliser, ben, essayons de voir ce qui existe au niveau du transport collectif, ce qui existe au niveau du bénévolat. Il y a certains organismes qui offrent ce transport-là. Des fois, on doit payer, mais ça coûte moins cher, je pense, payer des transports que d'être propriétaire d'une voiture. Autre élément, ne pas cesser ses traitements. Moi, je parle à beaucoup de membres, puis il y a des membres qui me disent, ben moi, j'arrête parce que je vois pas la différence. Ça, c'est une erreur. La différence, vous la verrez pas parce que ça va pas améliorer votre vision, ça va contrôler la maladie, ça va empêcher que votre vision se détériore. Donc, discutez-en avec votre médecin avant de prendre une décision comme ça. Et je vous souhaite bon courage pour continuer les traitements. Et tester sa vision régulièrement avec la grille d'Amsler. Ce qui est important de diagnostiquer, ce sont les changements. Dès que vous voyez un changement par rapport à ce que c'était auparavant pour vous, n'hésitez pas à consulter rapidement. Maintenant, quels sont les traitements possibles? Ben, pour la forme sèche, il n'y a pas de traitement curatif, mais il faut avoir une conscience en mode prévention. Je l'ai dit tantôt, il faut s'alimenter sainement, faire de l'exercice, garder un poids santé, ne pas fumer et prendre ses vitamines. Et je vous ai mis un beau petit cœur parce que je le dis toujours, faites pour vos yeux ce que vous feriez pour votre cœur, pour votre santé cardiovasculaire. Euh,
C'est exactement la même prévention, les mêmes précautions, parce que, comme je vous disais tantôt, l'œil est très, très irrigué, il y a beaucoup de circulation sanguine, donc il faut que tous ces petits vaisseaux-là fonctionnent bien. Avant de vous parler des traitements de la DMLA humide, j'aimerais vous parler de l'atrophie géographique, qui est une forme avancée de la DMLA sèche. Comme je vous disais, il n'y a pas de traitement curatif pour la DMLA sèche. Toutefois, il y a un nouveau médicament qui est en processus d'approbation par Santé Canada. Il s'appelle le Syfovre. Il est utilisé aux États-Unis depuis le début de 2023. Il se donne sous forme d'injection intravitréenne. Il ne guérit pas la maladie, mais les études ont démontré qu'il peut ralentir la progression de l'atrophie géographique d'environ 25 sur un an et les effets sont cumulatifs d'année en année. Une progression plus lente peut signifier quelques années de plus d'une vision acceptable pour demeurer autonome. Un deuxième médicament est prévu pour 2024. Alors, est-ce qu'on fait tous de l'atrophie géographique lorsqu'on a la DMLA sèche? Je vous invite à lire dans notre bulletin de décembre l'article du docteur Lederer qui traite justement de l'atrophie géographique. Et non, on n'en fait pas tous. Non, on ne va pas tous dégénérer au même rythme et de la même façon. Mais c'est seul votre médecin traitant et vous pouvez évaluer si vous êtes un bon candidat pour ce médicament-là lorsqu'il sera disponible au Canada. Maintenant, la forme humide, comment on traite ça? Ben, c'est par une injection intravitréenne d'un médicament anti-angiogénique. Intravitréenne, ça veut dire dans l'œil, dans le vitré de l'œil, l'humeur aqueuse. Le médicament utilisé ne guérit pas, mais contrôle la maladie en empêchant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Et pourquoi c'est important d'empêcher la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins anormaux? Parce que lorsqu'ils se manifestent, ils vont finir par sécher, se cicatriser, et ça va laisser des points morts dans votre vision, ça va faire mourir les cellules de la macula. Donc, c'est important d'empêcher toute formation de ces nouveaux vaisseaux-là. Et la nouveauté dans les traitements, c'est qu'il y a deux nouveaux médicaments qui vont permettre d'allonger l'intervalle entre les injections et ça va améliorer notre qualité de vie. Comme par exemple, moi, je suis injectée aux 4 semaines, mais je sais qu'il y a des patients, des personnes qui peuvent allonger l'intervalle jusqu'à 8 semaines, 12 semaines, et ça, c'est quelque chose qui s'évalue avec votre médecin traitant. Donc, les deux nouveaux médicaments sont Vabysmo, qui est déjà approuvé au Québec, et Eylea, qui est en processus d'approbation. Maintenant, au niveau de la forme humide, il y a beaucoup plus de choix que lorsque les premiers médicaments sont sortis en 2007, je crois. Oui, ça fait 15 ans, en 2022. Donc, c'est vraiment votre médecin traitant qui choisit le meilleur médicament pour vous. Aujourd'hui, en 2023, les molécules disponibles sont Avastin, Lucentis, Eylea, Biovu, Vabysmo et Biovis. Pourquoi on parle de Biovis? Parce que c'est le premier biosimilaire d'un anti-angiogénique, c'est-à-dire le ranibizumab, le Lucentis, le biosimilaire de Lucentis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RAMQ a approuvé ce médicament-là en juillet dernier. Et maintenant, on a eu une nouvelle de dernière heure cette semaine. Le Lucentis ne sera plus couvert par la RAMQ à compter du 13 décembre 2023, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de ranibizumab. Il va y avoir son biosimilaire, le Biovis. Donc, un patient qui débute un nouveau traitement avec ranibizumab devra recevoir du Biovis. Pour les personnes en cours de traitement avant le 13 décembre, le Lucentis demeure couvert jusqu'au mois de mai. Toutefois, la transition vers Biovis sera effectuée en mai.
Euh, Puis des exceptions sont prévues en cas d'échec thérapeutique et de personnes monoculaires. Ça, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre médecin traitant si ça vous arrivait là, de recevoir le BioVis pour identifier si vous êtes une exception ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est que le BioVis est utilisé quand même depuis plusieurs mois, puis depuis plus longtemps encore aux États-Unis. Puis les effets thérapeutiques sont similaires au Lucentis, donc il est sécuritaire. Alors, si jamais vous rencontrez des difficultés ou avez des questions dans cette transition, on vous invite à communiquer avec nous à la QDM. Maintenant, qu'en est-il de la recherche? Je regarde l'heure passée. Je vais accélérer parce que la recherche, c'est pas ma spécialité, mais je vous touche un mot sur la thérapie génique. C'est le traitement le plus prometteur et c'est un processus de guérison versus un processus de réparation. Je vous disais tantôt, euh, la macula se dégénère, les cellules meurent. On n'a pas encore trouvé la façon de remplacer ces cellules, mais la thérapie génique donnée en amont pourrait permettre d'empêcher l'apparition de la maladie ou de la contrôler. Maintenant, les cellules souches, c'est une médecine régénérative, c'est une capacité à pouvoir répliquer un organe. On insère des cellules rétiniennes susceptibles de se multiplier et remplacer celles qui disparaissent. C'est certain que actuellement, on n'a pas trop de nouvelles pour la dégénérescence, mais on en a plus. On a plus de bonnes nouvelles pour la rétinite pigmentaire. Mais on va suivre ça de près, puis on va vous tenir informé des prochains développements. Et pour la forme sèche, bien, comme je disais tantôt, au niveau de l'atrophie géographique, il y a un nouveau médicament et notre médecin conseil de l'AQDM va aussi en parler dans les prochains bulletins. Et on serait rendu à la période de questions, 10h40. Écoutez, merci infiniment de votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Avant, je vous parle aussi là, du programme pour mieux vivre avec la dégénérescence maculaire que vous devez sûrement voir là, dans vos cliniques. C'est une collaboration avec l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec. C'est tout simplement un dépliant qu'on vous remet pour vous joindre à la QDM parce que nous, à la QDM, on veut avoir le plus grand nombre de membres possible. On veut être en mesure de vous informer, mais en même temps de vous représenter auprès des instances gouvernementales. Alors, merci beaucoup pour votre attention, puis je cède la parole à Sylvie. Merci beaucoup, Hélène, pour ta conférence. Effectivement, tu as réussi en 40 minutes à couvrir un sujet complexe et qui a suscité beaucoup de questions chez nos participants. Alors, je vais commencer par la première question qui est de quelle façon, quand on consulte sa grille d'Amsler, là, son auto-examen dont tu parlais, là, quand est-ce qu'on peut voir un changement significatif qui nous amènerait à consulter un professionnel de la vision? Parfait. Ben, lorsqu'on consulte sa grille d'Amsler, bon, je vais le faire là, parce que moi, je l'ai, l'ADM est là. Bon, je regarde le point noir au centre. C'est lorsque les lignes deviennent ondulées. Ça, c'est pas un bon signe. Les lignes doivent être droites. Moi, je les vois toujours un petit peu ondulées. C'est le mieux qu'on peut faire actuellement. Lorsque vous avez un point mort dans la grille, c'est-à-dire on ne voit plus du tout de quadrillage, c'est blanc, et lorsqu'il y a des points noirs dans la grille. Et c'est sûr que lorsque vous avez été diagnostiqué par votre médecin, puis votre grille, vous la faites, puis OK, c'est pareil comme avant. Mais lorsque vous voyez une différence avec la semaine dernière ou le mois dernier, parce qu'il faut la faire à chaque jour, mais moi, je ne la fais pas à chaque jour, là. Je la fais peut-être 2 fois par semaine. Euh, mais c'est lorsqu'on voit une différence, c'est là qu'il faut aller consulter rapidement. Puis ces différences-là, ce sont les distorsions, les ondulations, les points noirs et les zones blanches. Est-ce que ça répond à la question? Ben écoute, on vient là, de recevoir une avalanche de nouvelles questions, donc je vais quand même passer rapidement aux questions suivantes. La deuxième question, on se fait souvent poser cette question-là au bureau. Quelqu'un a une cataracte et a aussi une dégénérescence maculaire, se demande, bon, est-ce que je dois me faire opérer pour la cataracte? Est-ce que j'ai un risque accru parce que j'ai de la dégénérescence maculaire? De quelle façon je aborde cette question-là avec mon médecin?
C'est une excellente question. Tantôt, lorsque je vous ai expliqué le processus de la vision, la cataracte, c'est quoi? C'est le cristallin qui devient opaque. Donc, si le cristallin devient opaque, ça perturbe notre vision, ça nous empêche de voir les couleurs, ça nous empêche de bien voir, tout devient ombragé. Maintenant, l'opération de la cataracte vise à remplacer le cristallin. Lorsque on a la dégénérescence maculaire, c'est pas plus risqué pour nous de subir cette intervention-là. Si on a la forme sèche, le médecin traitant peut décider de faire la chirurgie. Il va remplacer le cristallin par une nouvelle lentille et vous allez voir plus clair, vous allez mieux voir. Toutefois, les effets dévastateurs de la dégénérescence sur votre vision ne seront pas corrigés par la chirurgie de la cataracte. Vous allez continuer à avoir les distorsions, les petites zones mortes, les petits points noirs. Donc, ça ne va pas corriger en rien la dégénérescence maculaire, mais oui, vous allez voir plus clair, vous allez voir mieux. Moi, je dis toujours, quand je fais ajuster mes lunettes, maintenant, je vois bien comment mal je vois. Alors, mais OK. Puis j'aimerais ajouter, si on a la forme humide, est-ce qu'on peut subir cette chirurgie-là? Oui, mais il faut que la forme humide soit stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de développement de nouveaux vaisseaux sanguins dans les derniers mois. Et ça, c'est important que le médecin qui vous soigne, le rétinologue, coordonne ça avec celui qui va vous opérer. Le bon moment pour faire la chirurgie doit être choisi par les deux médecins. Maintenant, si vous avez un œil où vous avez totalement perdu votre vision centrale, il y a certains médecins qui vont dire: oh non, j'opère pas, ça vaut pas la peine, il n'y aura pas de gain pour la vision. Alors, c'est pas moi qui peut décider ça, mais c'est vraiment vous avec votre médecin traitant. Mais comme je vous disais tantôt, la vision périphérique est jamais affectée. Donc, quand on a une cataracte, c'est-à-dire la vision périphérique n'est jamais affectée par la DMLA, mais quand on a une cataracte, la vision périphérique est affectée. Donc, il faut juger du gain, de l'avantage sur l'acuité visuelle avec votre médecin traitant. Mais oui, la Hélène. chirurgie se fait très bien. Merci, Hélène. Une autre question. Madame dit que quand elle va chez l'ophtalmologiste, ça lui coûte 150 $ par examen du fond de l'œil. Et elle se demande, est-ce que c'est comme ça partout? Est-ce que ça peut être moins coûteux ailleurs? Comment ça se fait que c'est différent d'un endroit à l'autre? Oui, il est vrai que les examens supplémentaires ne sont pas couverts par la RAMQ, l'examen du fond d'œil, le scan. Euh, Ça coûte 150 dans un bureau, une clinique privée, un bureau d'ophtalmologiste, parce que c'est l'ophtalmologiste qui lit le rapport. C'est un médecin qui est spécialiste, donc la rémunération est différente. Vous pouvez aussi avoir le même examen chez un optométriste, l'examen du fond d'œil, la photo d'œil, la photo du fond d'œil et le scan. J'ai vu des situations où là, ça coûtait vraiment 80 50 comparativement à 150. Mais c'est certain que si vous n'avez la RAMQ actuellement va payer pour ces examens-là seulement et seulement si vous recevez une injection dans les 6 mois qui suivent l'examen. Donc, c'est une bataille qui a été faite en 2011 que la QDM a gagné pour les personnes souffrant de DMLA humide. Euh, mais je pense que aussi le coût de 150 est standardisé. C'est ce que j'entends dire là, parmi toutes les cliniques d'ophtalmologie. Merci, Hélène. En fait, je pense que ce n'est pas pareil partout, mais on voit ça, 150 $. C'est pas le seul endroit où on voit ça. Chez l'optométriste, ça peut être moins coûteux, mais évidemment, ce n'est pas un médecin ophtalmologiste. Une autre question, madame, ou la personne ici a la dégénérescence humide dans les deux yeux, est suivie par un rétinologue. Son médecin lui dit que ça ne vaut plus la peine maintenant de prendre des vitamines dans son cas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Elle se Ben, demande écoutez, si c'est bien correct. c'est un sujet, les vitamines, c'est un sujet
où il y a certains, même j'entends dire certains optométristes dire à leurs patients, ah, ça donne rien, prends pas de vitamines si tu t'alimentes bien. Mais en fait, c'est pas, c'est vrai puis c'est pas vrai. C'est sûr qu'il faut bien s'alimenter, il faut bien se protéger, il faut avoir un bon, un bon rythme de vie, de saines habitudes alimentaires, mais je ne pourrais jamais prendre suffisamment de lutéine et de zéaxanthine que ce qu'il y a dans les vitamines. Maintenant, une fois qu'on a la dégénérescence, puis oui, moi, je suis dans votre situation, madame, j'ai développé la forme humide, je l'ai dans les deux yeux, je continue à prendre mes vitamines parce que si je peux continuer à ralentir la progression de ma DMLA sèche, puis prouver ou pas prouver, si je peux continuer à avoir une bonne santé, ben moi, je suis prête à prendre le pari que prendre soin de moi, faire attention à mon alimentation, si ça me donne en bout de ligne 2, 3 ou 4 années de meilleure acuité visuelle, ben, je suis prête à prendre le pari de continuer à prendre mes vitamines. Puis en même temps, ben, ce ne sont pas de mauvaises vitamines, ce sont des antioxydants, de bonnes vitamines qui nous protègent des infections, qui aident à notre santé générale. Donc, c'est un choix. À ce moment-là, si votre médecin ne vous le recommande pas, mais moi, je vous dirais, c'est un choix personnel de continuer à prendre des vitamines. Puis je pense, Sylvie, qu'on va faire un article là-dessus. Parce que le meilleur article qui a été écrit, c'est celui du National Eye Institute aux États-Unis, puis on va le traduire en français. On va donner plus d'informations. Ben oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, mais prendre soin de sa santé, euh, on peut le faire sans que le médecin nous ordonne de le faire. Merci. Une autre question ici. Est-ce que les lampes de luminothérapie sont compatibles ou proscrites avec la prévention Ouais. ou la maladie quand on est diagnostiqué? Oui, c'est une bonne question. Puis j'avais fait une petite recherche sur Internet. Effectivement, il ne faut pas utiliser ces lampes-là. Nous, on est sensible. Il faut préserver nos yeux de la lumière UV, la lumière bleue, et on ne doit pas utiliser ces lampes-là si on a la maladie. Peut-être qu'ils en ont fait des nouvelles avec moins de rayons UV, là, je ne sais pas, mais faut vraiment regarder dans les spécifications, puis il ne faut pas les utiliser s'il y a des rayons UV. Merci. Lorsqu'on a la DMLA, est-ce qu'on doit voir un rétinologue ou si les consultations chez un ophtalmologiste sont suffisantes? Ben, faut savoir que le rétinologue, c'est un ophtalmologiste qui a une surspécialité en rétinologie. Euh, Si vous avez la DMLA sèche, vous pouvez continuer vos suivis avec l'ophtalmologiste régulier parce que lui aussi, bien souvent, il va vous faire le scan, il va vérifier l'atrophie géographique si vous en avez. Et c'est seulement si vous développez la forme humide, ben là, à ce moment-là, ça demande une intervention parce que une injection, c'est un acte chirurgical. Et oui, vous allez être référé, mais les suivis peuvent être faits par un ophtalmologiste, oui. Merci. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples que ce que tu mentionnais tantôt là, sur les applications ou d'aide technologique, là? Qu'est-ce que les gens peuvent utiliser pour mieux voir euh, en Euh, fonction de l'état de leur maladie? oui, en fait, moi, je suis chanceuse encore, j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La première des choses qu'on peut faire lorsqu'on a des appareils, iPhone, iPad, ordinateur, on peut aller voir toutes les fonctions d'accessibilité sur ces appareils-là et déjà grossir nos polices, augmenter le contraste. Alors, j'ai fait ça sur mon téléphone, ma tablette, mon ordi, augmenter la résolution de l'écran, connaître toutes les fonctionnalités pour augmenter les caractères, grossir les courriels. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est avec une liseuse au niveau de la lecture, lire des livres. On peut s'équiper d'une liseuse ou on peut lire avec notre tablette qui fait exactement la même chose qu'une liseuse. On peut s'abonner à une bibliothèque
Et il y a toutes sortes d'autres aides visuelles, comme des loupes, hein. Moi, j'ai toujours une petite loupe à portée de la main parce que les petits caractères, on n'est pas en mesure de les lire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une loupe sur notre téléphone intelligent. Connaître ces fonctionnalités-là, les apprendre. Et lorsque notre vision devient suffisamment altérée, ben souvent, ils vont vous référer à des centres de réadaptation. Et ces personnes-là ont d'autres outils qui peuvent être utilisés à l'intérieur d'un domicile pour faciliter l'autonomie, faciliter l'utilisation des appareils quotidiens. Mais c'est certain que pour ce qui est de ces outils-là et des aides visuelles à utiliser avant d'aller en centre de réadaptation, mais ce serait intéressant d'en présenter quelques-uns, Sylvie, éventuellement, parce que je sais qu'il y a des Certainement. belles petites loupes pour la lecture aussi. Hein, on n'a pas toujours le goût là, de sortir nos appareils, là. Des fois, on reçoit un journal, puis on veut lire quelque chose, ben, ça peut bien fonctionner avec des petites loupes. Euh, OK. On va y aller peut-être avec une ou deux questions additionnelles. Je veux juste dire en passant, sur notre nouveau site web, il y a une section où on parle des aides visuelles. Il y a INCA, qui est un organisme canadien qui en distribue, qui donne des conseils. Il y a d'autres organisations aussi. Donc, notre site web est une source de référence aussi pour vous. Ici, on a une question d'une dame qui dit que sa mère a la forme humide dans un œil et qu'elle a des injections d'Avastin depuis un an. Elle se demande si elle peut changer de médicament et ou voir un autre ophtalmologiste. ben, en fait, le médicament choisi, il est choisi par votre médecin. C'est votre médecin traitant, c'est avec lui que vous devez discuter du choix du médicament. Euh, lui, le médecin va choisir le médicament qu'il croit être le meilleur pour vous. Maintenant, si vous pouvez changer de médecin, ben oui, mais les démarches peuvent être longues, là. Il ne faut pas cesser un traitement. Mais c'est pas. Je sais que c'est difficile aujourd'hui dans le système de santé, même on ne peut pas changer de médecin de famille, là. Il faut conserver celui qu'on a, puis bien souvent, on n'en a pas. Mais moi, j'ai changé de médecin parce que j'ai demandé à mon optométriste de me référer à un autre médecin au tout début de la maladie, de la forme humide. C'est pas toujours facile, mais oui, c'est possible. Mais il faut faire des recherches, il faut le demander. Parfait. Donc, on va y aller avec une dernière question. En fait, je la mets aussi en contexte avec le temps des fêtes, qui est comment, on a des gens qui posent des questions là-dessus. Comment on aborde, là, il te reste à peu près une ou deux minutes, comment aborder la maladie avec son entourage, particulièrement quand on sait qu'il y a de l'hérédité dans la famille? Ben, je peux prendre mon exemple. Lorsque j'ai développé la forme humide, euh, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux parce que quand on m'a diagnostiqué de la forme sèche, ben, je travaillais puis j'ai pas vraiment fait grand-chose à part prendre mes vitamines. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'informations à ce moment-là, puis j'en ai pas cherché, puis ça, c'est une erreur. Je pense que dès qu'on a la forme sèche, ben, c'est important de le dire à nos enfants, nos frères, nos sœurs, et parce que, oui, un facteur est hérédité, mais plus tôt on va le savoir qu'on a la maladie, mieux on va pouvoir se prendre en charge. Donc, moi, j'en ai parlé à mon fils et tout de suite, il est allé se faire examiner, puis les nouvelles sont bonnes, là, il n'y a aucun signe. Et même que le médecin était en mesure de lui dire qu'il pensait que probablement il ne développerait pas la maladie à cause de la forme de ses vaisseaux sanguins. Alors, comme vous voyez, je réitère l'importance de la bonne santé cardiovasculaire pour les vaisseaux sanguins. Mais tout simplement, c'est important d'en parler, de savoir qu'il y en a dans notre famille pour, inciter les gens à consulter régulièrement, obtenir les bons tests et être dépistés le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Hélène. Écoute, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y avait beaucoup de questions et aussi des commentaires à l'effet que c'était très bien documenté, une excellente conférencière. Donc, je te transmets ces remerciements.
Donc, la période de questions est terminée. Il nous reste à peu près 1 minute. Donc, tout simplement pour vous dire que vous allez recevoir un courriel, normalement d'ici lundi après-midi, avec le lien, un lien pour écouter l'enregistrement de la conférence. Quelqu'un demande est-ce que ce lien est public? Est-ce que je pourrais transférer mon courriel à quelqu'un d'autre pour qu'il l'écoute? Oui, parce que ce lien-là est public. Il va être aussi disponible à partir de notre site web à partir de la semaine prochaine. Alors, on vous invite à en parler largement, diffuser l'information dans votre famille, vos amis, en parler dans le temps des fêtes. C'est une raison pour laquelle on voulait faire un webinaire avant Noël. Donc, on a un outil ici d'information qui, je pense, va être fort utile. Notre prochaine conférence va avoir lieu le 23 janvier à 13h30. C'est le docteur Marc-André Réaume, ophtalmologiste et rétinologue, qui va nous parler plus en détail de l'atrophie géographique dont Hélène parlait, qui est la forme avancée de dégénérescence maculaire sèche. Là-dessus, je vous souhaite un excellent temps des fêtes au nom de toute notre équipe et de notre conseil d'administration et au plaisir de vous revoir l'an prochain. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.